Donc après l'aventure mongole et la première trilogie donc de la saga chaman, cette nouvelle trilogie, l'aventure amérindienne, nous fait traverser le Pacifique et passer des chamans de Mongolie ou de tradition arctique sibérienne aux femmes médecines, notamment amérindiennes, à un certain nombre de rituels de sagesse hérités des Lakota notamment, mais d'expériences vécues en Arizona auprès des peuples Apache ou Navajo. Il y a également quelque chose qui nous montre que, alors que tout s'oppose entre un territoire mongol où il fait parfois moins 40 degrés, et puis un autre type de désert, désert rouge en Arizona, où la sécheresse et la chaleur vont nous écraser, des dénominateurs communs, des lignes de convergence, des savoirs et des connaissances qui sont bien au-delà des distinguos culturels que la forme semble opposer, mais qu'en fait le fond rapproche. Donc les personnages de la première trilogie sont invités à répondre à l'appel spirituel après leur grand-mère adoptive, Otarjanat en Mongolie, qui va devenir la mère spirituelle du narrateur. Ce narrateur est appelé en fait par Aigle de Feu par un grand-père adoptif du côté de l'Arizona qui va devenir à son tour son père spirituel et qui va lui permettre, après un certain nombre d'initiations, d'être désigné lui-même pour faciliter le chemin et l'initiation d'un jeune élan blanc qui est un sang mêlé d'un Navajo et d'une Anglaise. Et le narrateur, étant lui-même français, a peut-être des clés d'accès pour faciliter l'initiation de ce sang mêlé, qui n'est pas un Amérindien pure souche, mais qui est donc un métis entre Amérindien et Anglais. Et il y a là une mise en abîme, comme dans les belles histoires de poupées russes ou poupées gigognes, où celui qui a été formé devient formateur, où celui qui a été adopté devient père adoptif, et où cette mise en perspective nous montre aussi que tout est dans tout, que certaines choses se reproduisent, que la transmission est quelque chose qui est au cœur de ces traditions, une transmission qui n'est pas toujours véhiculée par le verbal, et parfois même très peu, mais plus par les gestes, par les actes, qui parlent beaucoup plus que tout savoir intellectuel. On parle là d'une connaissance au sens de femme de connaissance, homme de connaissance, femme de pouvoir, homme de pouvoir. Une connaissance qui rime avec expérience de première main, avec expérience vécue, avec parcours humain intégré, incarné, et non pas quelque chose qui serait mystique, ésotérique, déconnecté de la réalité, mais bien quelque chose d'appliqué, intégré, incarné au quotidien, qui doit faire ses preuves, qui doit être bénéfique pour les uns ou pour les autres, quelque chose où même si vous avez vu de grandes lumières et que ces lumières vous font dire que vous allez faire ceci ou cela, maintenant que vous en avez la vision claire, ce qui compte dans un deuxième temps, c'est de faire ce que vous avez dit. D'ailleurs, la communauté vous regarde, elle vous regarde de très très près. C'est-à-dire que vous avez beau avoir tel ou tel rang ou statut dans ces tribus, si vous dites que vous allez faire cela et qu'après vous ne faites pas ce que vous avez dit, en gros on va être très critique avec vous. On va même vous destituer ou pire. Donc on garde nos guérisseurs, nos chamans, etc. En vue. On les a bien à l'œil. Et il y a non seulement une obligation de résultat, mais de cohérence et d'harmonie impeccable entre le discours et l'acte, entre la parole et le geste, qui sont au cœur de ces traditions et qui échappent complètement à notre verbolisation parfois outrancière. Donc on juge beaucoup plus sur les actes, on juge beaucoup plus sur certains gestes, et parfois même sur la présence.
sur quelque chose où d'une certaine façon il n'y a rien à voir. Mais tout est dit. Dans le centrage, dans l'ancrage, dans la stabilité et l'aura de certaines personnes, tout est déjà là. Et sans même avoir besoin de parler parfois, sans même avoir besoin de passer à travers tel ou tel rituel, le simple fait d'être assis à côté de quelqu'un qui est non seulement particulièrement bien assis devant vous, mais qui peut être également en même temps assis dans d'autres couches de la réalité, c'est-à-dire centré entre les plans, aligné entre les mondes, infuse un type de multidimensionnalité, infuse un type de transmission, de reconnexion entre les plans de l'existence et de la psyché qui se suffit à elle-même. Ce sont des expériences, comme vous le comprenez, qui ne peuvent pas forcément être dissibles à travers les mots. Il faut les vivre pour y croire, d'une part. Et d'autre part, à travers ces humbles contes, on utilise à ce moment le côté métaphorique, la vibration de l'émotion, une histoire d'amour, mais aussi la présence et la partie du mystère, de l'inexplicable et du non-dit, pour transmettre et laisser infuser quelque chose d'une vibration et d'une force qui ne va jamais se laisser encapsuler. Dieu merci, car ça relève plus de la musique et de la résonance que du verbe ou quelque savoir quel qu'il soit.